Alors, aujourd'hui, nous serons deux. Je me présente. Je suis Eric Chastanet. Je travaille chez Dassault Systèmes en tant que consultant sur la partie simulation, donc expert technique sur la partie simulation. Et je suis également accompagné aujourd'hui de Hassan. Donc, Hassan, je te laisse te présenter. Merci Eric. Donc bonjour à tous, je m'appelle Hassan Schreim et je suis responsable de la partie électromagnétique chez Dassault Systèmes dans le canal SolidWorks et enchanté. Donc, ça va être aujourd'hui Hassan, votre interlocuteur principal. Hassan, the floor is yours. Merci beaucoup. Ok, commençons par l'introduction. Donc normalement, peut-être vous le savez, peut-être vous le savez pas, l'électromagnétisme ou bien les phénomènes électromagnétiques, c'est quelque chose que vous vivez tous les jours. Lorsque vous allumez une lumière, lorsque vous touchez l'écran du portable, lorsque vous appelez vos amis, vous utilisez votre téléphone, lorsque vous jouez à la PlayStation, lorsque même vous recevez un traitement médical, parfois il y a de l'électromagnétisme dedans et on va voir ceci pendant la présentation. Donc vous l'aurez compris, l'électromagnétisme, il couvre tous les aspects du jour et si on va parler niveau fréquence, donc en fait le spectre électromagnétique, il couvre tout ce qui est aspect statique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les courants d'essai. Donc là, il n'y a pas un changement temporel des tensions, des courants, même des champs électromagnétiques. Donc, ils sont des champs statiques hein, qui ne bougent pas. Et on peut aller jusqu'au domaine des terahertz où on pourra même simuler la lumière, parce que la lumière, on sait tous que c'est une dualité de particules qui sont les photons et une onde. Bah, du coup, si on peut considérer la lumière comme une onde, on peut tout à fait la simuler. Alors, au niveau électromagnétisme, en fait, comme vous l'avez vu juste avant, on couvre plusieurs domaines d'application, donc que ce soit de la basse fréquence, de la haute fréquence, etc. Et c'est pour cela que nous avons un outil donc chez Dassault Systèmes qui s'appelle CST Studio Suite. Peut-être il y en a parmi vous qui le connaissent déjà. Et en fait, on a plus de 25 méthodes numériques, donc on appelle ça les solvers. Hein. Et voilà, chaque méthode numérique, elle est dédiée à un domaine. Enfin, il y a une quantité de solvers qui sont dédiés à la haute fréquence. Pareil, il y en a d'autres qui sont dédiés à la basse fréquence, etc. Et en fonction de ce que l'on simule, par exemple, si je suis plutôt dans l'électroquasi-statique, ou bien si je suis dans le magnéto-quasi-statique, voilà, il y a des différentes méthodes. Et il faut juste savoir une chose qui est très importante, c'est que toutes ces technologies, elles sont intégrées dans une même interface graphique. Donc c'est un même outil, ce n'est pas une suite d'outils qui sont dédiés. Voilà, c'est juste le même outil, la même interface graphique. Vous pouvez changer de domaine en un clic de bouton. D'accord? Donc en plus des aspects de simulation 3D, on couvre aussi la partie circuit, parce que si je prends le cas où il y a une antenne, et cette antenne, voilà, le circuit de commande de l'antenne avec un réseau d'adaptation, etc., c'est la partie circuit. On peut tout à fait coupler les deux. D'accord? Et finalement, on peut aussi faire des simulations multiphysiques. Par exemple, je sais pas, je prends une petite application basse fréquence, ou bien même l'application haute fréquence qui est le four à micro-ondes. Hein. Donc là, ici, c'est une application haute fréquence. Et si on veut simuler l'échauffement des aliments à l'intérieur hein, qui sont chauffé par la puissance qui est injectée dans le micro-ondes, et ben sachez qu'on peut faire cela parce on a un outil thermique, donc on a un outil de simulation thermique et même CFD. Donc c'est un vrai outil CFD thermique que l'on peut utiliser. Et on va pas s'arrêter là parce que parfois la température, l'augmentation de la température, elle peut changer les propriétés électriques des matériaux et on pourra voir l'effet de la température, par exemple, sur les performances électromagnétiques. D'accord? Et voilà, bien sûr, on fournit tout ce qui est capacité de calcul à haute performance, c'est-à-dire on pourra activer le GPU si on a une carte graphique décente ou même utiliser le multicœur pour accélérer la simulation. Alors bien sûr, le GPU, il est compatible avec quelques méthodes et l'accélération par multicœur, elle est disponible avec toutes les méthodes numériques. Hein. Alors, ici, vous voyez les quatre domaines clés que l'on va couvrir aujourd'hui. Donc, bien sûr, on a les basses fréquences. Donc là, vous voyez quelques exemples, en fait, pour ne pas mettre tout ce qu'on peut couvrir, parce qu'on va prendre la journée sinon.
Donc ça, ce sont quelques applications basse fréquence ici. Donc vous avez les capteurs, les aimants, les moteurs, etc. Ici, nous avons les aspects haute fréquence. Donc on va parler des composants micro-ondes, des antennes, interférences haute fréquence aussi. On a la partie électronique. Donc ici, on va voir ce qui se passe sur les cartes électroniques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le EDA, Electronic Design Automation. Et on va parler bien sûr de tout ce qui est EMC parce que ça, ces cartes électroniques, c'est un nid aussi pour tout ce qui est émissions rayonnées, etc. Et pareil, comme pour les composants 3D, hein, que ce soit basse fréquence ou haute fréquence, ces cartes électroniques, elles sont susceptibles de chauffer. Eh bien, on va pouvoir étudier le refroidissement, par exemple, hein, parce que notre solveur fluidique, il a des aspects qui sont dédiés au refroidissement électronique. Donc, on a des résistances de contact, on a des modèles de Delphi. Il y a plein de modèles que l'on pourra utiliser exactement pour les électroniques, que pour les électroniques, hein, en plus des aspects 3D. Et finalement, on va parler de la dynamique des particules chargées. Donc voilà, quelques exemples des tubes à rayons X, des accélérateurs, hein, on connaît tous les accélérateurs, des réacteurs à plasma. Voilà. Euh, alors, il y a juste une petite information que j'aimerais vous donner. On pose toujours la question, en fait, c'est où les basses fréquences et ce sont où les hautes fréquences. Donc, il y en a qui disent, ouais, mais tout ce qui est inférieur à 100 mégas, c'est de la basse fréquence et tout ce qui est supérieur à 100 mégas, c'est de la haute fréquence. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est pas 100 mégas, c'est 1 giga, etc. Donc, moi, je peux vous dire que ce n'est pas un aspect, ce n'est pas un nombre qui va nous aider à séparer les hautes fréquences et les basses fréquences. C'est toujours une comparaison de taille de la structure que je simule par rapport à la longueur d'onde. Donc, si la taille de la structure, elle est très, très petite devant la longueur d'onde, bah, le champ électromagnétique qui est produit, il va rester autour de la structure. Il ne va pas être rayonné. À l'inverse, en fait, il va juste décroître avec la distance. Donc là, on est dans l'aspect basse fréquence, d'accord? Or, lorsque la structure, elle devient comparable à la longueur à la longueur d'onde, et ben là, le champ, en fait, électromagnétique, les champs EEH qui sont tous les deux perpendiculaires, l'un à l'autre, eh ben, ils vont être propagés, ils vont être rayonnés, et la direction de rayonnement, elle va être perpendiculaire et au champ électrique et au champ magnétique. Voilà, donc ça, c'était juste pour la petite information d'aujourd'hui. Ok, commençons par les aspects basse fréquence et voyons quel type d'application on peut adresser. Alors, ça, ce sont quelques applications, honnêtement, pour ne pas tout lister. N'hésitez pas, en fait, si vous avez besoin de savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à nous poser des questions peut-être, ou bien à nous envoyer des courriers, des emails pour poser la question si vous avez une application qui n'est pas listée ici et qui vous intéresse. D'accord? Donc, on va commencer par les capteurs. Donc, ici, pour les capteurs, je fais l'exemple d'un petit exemple, hein, que peut-être il y en a parmi vous qui utilisent une montre connectée avec un écran tactile ou même le téléphone portable, hein, c'est le même principe. Donc, qu'est-ce qui se passe en vérité derrière? Donc, le capteur ici, vous voyez, il y a pas mal de pièces métalliques, donc un réseau de pièces métalliques que vous voyez ici. Et ce réseau, en fait, il n'est même pas visible à l'œil nu, hein. Il est tellement petit et il est placé derrière une couche de matériaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu enfin, l'écran de la montre, il y a le verre, il y a peut-être d'autres couches, mais petites pour la protection du verre, il y a peut-être du vernis dessus. Donc, vous voyez, il y a plusieurs strates de couches avant d'arriver jusqu'à ce réseau d'éléments métalliques là que vous voyez. Et sachez que ces éléments métalliques, ils sont chargés. Donc, il y a des potentiels définis. Et ben, en fait, ça donne une matrice de capacité. D'accord? Donc là, c'est un phénomène complètement électrostatique. Et la montre, lorsque vous mettez pas votre doigt dessus, il y a un réseau ou bien une matrice de capacité qui est bien définie. Or, lorsque vous positionnez votre doigt sur la montre, vous allez venir changer cette matrice de capacité. Et le post-traitement que l'on peut complètement designer ici avec CST, donc vous voyez ici, il y a un circuit de contrôle derrière avec des transistors, des switches, etc. Et ben, sachez que il saura, donc en fait, finalement, le CPU qui est derrière de votre montre, il saura où est-ce que le doigt il est placé et c'est pour ça que votre montre elle marche. C'est comme ça que vous saurez, enfin, où la montre sait où est-ce que vous avez placé votre doigt. OK?
Donc ça, vous voyez, il n'y a pas de phénomène de rayonnement, il y a rien, c'est de l'aspect basse fréquence et c'est du statique parce que il n'y a même pas des changements temporels du champ qui est dedans. Alors, une deuxième application pour la basse fréquence, c'est les électroaimants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on avait tous vu au lycée. Donc, lorsqu'on a un fil de cuivre que l'on bobine en fait autour d'un clou ou autour d'une vis magnétique, donc s'il est fait en acier ou en fer, et on fait circuler un courant, ben, en fait, on va créer un aimant. D'accord? Mais sachez que cette application, elle est très utilisée dans le domaine industriel mais aussi dans le domaine médical. Par exemple, ces électroaimants, vous pouvez les trouver dans les machines à imagerie, en fait, dans les machines à imagerie par résonance magnétique. Vous voyez? Donc, on peut aussi les trouver dans les accélérateurs parce que vous voyez ici, ça, c'est un type d'électroaimant qu'on appelle le quadrupole. Et le champ H ou bien le champ B créé, vous voyez comment il va aider à focuser ou bien à concentrer un rayon d'électrons qui passe à l'intérieur ici. Donc en fait, ces électrons aimants, ils sont utilisés pour bien concentrer le faisceau d'électrons ou bien de protons qui est dans un accélérateur bien au milieu, quoi. Euh, alors on peut utiliser ça dans les enceintes, en fait. Lorsque vous prenez un haut-parleur, bah, en fait, il y a un électromètre derrière. Les machines industrielles, les serrures et les verrous, par exemple, les serrures de porte magnétiques, bah, ça, c'est carrément des électroaimants, hein. Donc, il y a un courant qui va créer un champ magnétique fort et qui va tenir la porte. Et quand vous appuyez sur un bouton ou bien lorsque vous utilisez un badge, vous allez faire une coupure de courant. Et bah, quand le courant est coupé, le matériau est démagnétisé et voilà, vous pouvez ouvrir la porte, par exemple. Et en fait, il y a juste une petite information, c'est que la force de l'aimant, donc le champ électromagnétique ou bien le champ B ici, magnétique qui est créé, il dépend du courant. Donc plus on met du courant, plus on va créer du champ B jusqu'à on atteigne quand même une certaine saturation, hein, parce que les matériaux magnétiques, ils ont une certaine saturation. Donc il y a bien une certaine valeur de courant à partir de laquelle il n'y a plus de changement. Parce que sinon, ça serait très beau de créer un champ magnétique qui est aussi fort que l'on souhaite. Alors, une autre application enfin, une autre application basse fréquence, mais là, on commence un petit peu à monter en fréquence, hein, parce que tout à l'heure, donc, pour les électroaimants et pour le capteur, on était en statique. Donc là, on est à quelques kilohertz, voire quelques mégahertz. Donc ici, on a un phénomène de charge, enfin, de charge par induction. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez tous vu pour un téléphone portable, hein. Donc c'est le même principe. Et ça, c'est que maintenant, les voitures électriques, elles sont équipées de bobines aussi pour qu'on puisse les charger sans fil. Alors le principe, c'est quoi? Donc ici, pareil, on a des aimants, on a une bobine, d'accord? Et dans cette bobine, donc qui est la bobine en quelque sorte émettrice, on va faire circuler un courant à quelques kilohertz, comme je vous ai dit, hein. Ça peut être un truc sinusoïdal. Alors, pourquoi ces quelques kilohertz? Parce que si on ne fait pas changer le champ, s'il n'est pas dépendant du temps, eh ben, l'induction, elle ne peut pas se faire. On n'a pas de phénomène d'induction en statique. Il faut varier le temps, enfin, il faut varier le champ en temps et en fréquence, du coup. On peut avoir en effet de l'induction en statique, mais si on bouge la position de la bobine, donc si on n'arrête pas de bouger la bobine ici émettrice en face de la bobine réceptrice, on peut créer de l'induction. Mais dans notre cas, la voiture est fixe et le chargeur ici est fixe. Donc il va falloir changer le temps, enfin changer le champ électromagnétique en fonction du temps. Donc ceci va créer de l'induction sur la seconde bobine, donc ici la bobine secondaire, et le courant, donc c'est la loi de Faraday, hein, c'est l'induction par la loi de Faraday. Et voilà, le courant qui circule sur la bobine secondaire, il va passer à travers des régulateurs de tension avant d'arriver jusqu'à la batterie de la voiture. Voilà, pareil pour le chargeur, etc. Et là, vous voyez, on a quand même enfin, on peut carrément construire un réseau, enfin, ou bien le circuit de contrôle. Donc là, vous voyez bien, on a trois signaux qui arrivent, qui sont les signaux triphasés ou bien PWM de notre chargeur. Donc la plupart des chargeurs, en fait, les fils que l'on utilise dedans, c'est pas des fils classiques, c'est des fils de Litz. Vous voyez, en fait, parce que chaque fil, il contient parfois jusqu'à 512 brins, peut-être parfois plus.
et ben, la modélisation 3D de ce genre de fil, elle est complètement horrible. Donc, si on va simuler ça, on n'est pas sorti hein, de l'auberge. C'est complètement infaisable. Et c'est pour ça qu'on a dans CST des modèles compacts de fils de Leeds. Euh, donc, pour ne pas rentrer dans le détail, on peut calculer les pertes de proximité et les pertes par effet de peau dans les fils de Leeds. Donc, il n'y a aucun souci. Il y a des modèles compacts que l'on peut faire. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous donnerai tous les détails qu'il faut. Donc, un gros sujet de l'aspect basse fréquence, c'est les moteurs électriques, hein. Donc, les moteurs électriques, quel que soit leur type, on pourra les modéliser. Donc, que ce soit des moteurs PMSM, donc à aimant permanent, ou moteurs synchrones. On peut avoir des moteurs à induction ou des moteurs asynchrones. On peut faire la simulation des moteurs qui sont dans les Tesla actuellement. Donc, c'est des moteurs, on appelle ça switch reluctance. En fait, c'est un mélange entre les switch reluctance, ou bien si vous voulez ici, ça s'appelle réactance commutée, et des aimants permanents. Donc, en fait, c'est ça l'ingénierie derrière les moteurs Tesla qui fait en sorte qu'ils ont une torque même à très haute vitesse, hein. Un couple, j'ai dit un torque, c'est le couple du moteur que généralement les moteurs, par exemple à aimant permanent, lorsque la vitesse augmente, vous perdez le couple, quoi. C'est que, voilà, c'est bon. Mais les moteurs de Tesla, voilà, c'est pour ça, déjà, ils ont une accélération de malade. Et à haute vitesse, il y a quand même du couple. Donc, pour monter encore en vitesse. Donc, qu'est-ce qu'on a de bien dans l'outil, hein? Parce qu'il faut toujours parler des bonnes choses. Donc, déjà, on peut traiter le cycle d'hystérésis complet des matériaux magnétiques. Donc, c'est-à-dire, vous prenez de l'acier, vous prenez du fer, peu importe. On va commencer par la première. Donc, vous allez mettre un courant à côté. Vous allez plonger le matériau dans un champ, ici, magnétique. Donc, on va commencer par la première magnétisation. Donc, vous voyez ici, on a la courbe bleue. Sauf que quand vous coupez le courant, ou bien quand le courant diminue, bah, vous allez avoir une petite rémanence du champ ici, hein. La magnétisation, on ne va pas la perdre juste en coupant le courant. Donc là, ici, on arrive à ce qu'on appelle la rémanence du matériau. Et pour démagnétiser complètement le matériau, on va pouvoir inverser le courant, d'accord? Bien, inverser la direction du champ H pour démagnétiser le matériau. Et en fait, la position du champ H qui est là, on appelle le champ coercitif. Et ben, en fait, si on dépasse après, ben, on va quand même magnétiser ou bien remagnétiser le matériau, mais cette fois, l'orientation, elle va changer, et etc. Donc là, on a le champ coercitif positif qui va redémagnétiser les éléments avant de le remagnétiser, etc. Donc ensuite, vous voyez, on commence par la courbe bleue et ensuite, on a ce fameux cycle d'hystérésis des matériaux. Donc les moteurs, comment ça marche? Ben, ici, vous avez, par exemple, je prends le PMSM qui est là. Donc ici, on a le stator qui a des aimants. Et les aimants, en fait, ils sont à l'intérieur, ils sont alternés, donc c'est-à-dire leur direction ou bien l'orientation du champ B ou bien du champ magnétique, il est inversé une fois sur deux. Et ici, vous avez ici, pardon, vous avez le rotor hein, avec les aimants. Et à l'extérieur, vous avez le stator avec des bobines et on a le triphasé. Donc, on a un signal triphasé qui fait en sorte que le champ électromagnétique ici, il va en faire en quelque sorte tourner. Et ben, les aimants, ils sont obligés de suivre l'orientation du champ magnétique créé par les bobines. Et c'est comme ça qu'on crée la force de rotation et qu'on crée le couple. Et bien sûr, la vitesse, par exemple, du moteur, la vitesse maxi, elle dépend de la fréquence du signal que vous injectez. Et bah, en fait, elle va dépendre du nombre de pôles, de combien de paires d'aimants ici vous avez. Et quand je dis paires d'aimants, c'est deux aimants qui sont orientés une fois dans chaque direction. OK? Et là, c'est un type de moteur qu'on appelle le moteur BDLC, c'est le moteur brushless. C'est les fameux moteurs que l'on trouve dans les drones, par exemple. D'accord? Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a l'efficacité, parfois la démagnétisation, les pertes fer, mais parfois on a besoin d'utiliser ou bien de voir combien le moteur il chauffe. Donc ça, c'est une autre opportunité pour faire un couplage électromagnétique thermique avec notre outil. Donc là, finalement, je vais passer au transformateur. Je vais parler un petit peu d'un transformateur triphasé. Le transformateur, il peut être une simple phase, donc comme celui-là où on a deux bobines, une primaire et une secondaire, mais aussi ça peut être un triphasé. Donc là, on a six bobines voilà, Euh, on a les trois phases qui sont, pour chaque phase, on a un primaire, un secondaire.
Et la tension, elle peut être soit augmentée, soit baissée, hein. On fait un changement ou bien un rapport de transformation de puissance et de tension. Donc ça, c'est une structure que j'ai simulée. Ici, j'ai de l'acier et j'ai trois bobines. Les bobines basse tension ce sont celles qui sont à l'intérieur. Donc ici, j'injecte 54 volts. Et les bobines externes en vert sont les bobines haute tension. Et voilà. Donc, comment on fait la transformation de tension? C'est en changeant le nombre de tours sur les bobines. Donc, j'ai 100 tours sur les bobines internes et 400 tours sur les bobines externes. Et voilà, on va faire deux simulations. Une simulation en court-circuit pour voir la tenue en puissance de transformateur et une simulation à circuit ouvert pour regarder en fait les pertes de fer, par exemple. Donc, la simulation en circuit ouvert, donc vous voyez ici, on a la tension d'entrée et la tension de sortie qui est multipliée presque par 4, hein. Donc, pourquoi c'est pas exactement 4, c'est un petit peu moins parce qu'on a des pertes dans le transformateur. Sinon, ce serait un transformateur idéal. Donc, le courant, généralement, ici, j'ai mis exprès de mettre une haute tension parce que là, on voit le courant, en fait, qu'on appelle le inrush. Donc, quand on allume le transformateur, on a une dissipation un peu haute au début avant de se stabiliser. Voilà. Et ça, c'est surtout quand la charge que j'ai connectée au transformateur, elle est grande, hein, elle est bien. Donc ici, vous voyez que le champ magnétique, il est maximisé à l'intérieur du noyau en fer, et ça, c'est les pertes de fer que l'on trouve à l'intérieur. Donc vous voyez ici, j'ai maximisé les pertes de fer, et justement, cette simulation, on l'a fait pour voir les pertes de fer maximales dans ce transformateur. Donc là, on a à peu près 12 watts. Et ensuite, ce que je peux faire, je peux coupler ça avec la simulation thermique. Donc je peux importer les pertes ohmiques qui sont dans les bobines, mais aussi les pertes de fer dans le noyau, et je peux faire une simulation fluidique. Donc là, on voit bien l'écoulement d'air à cause de la pression créée par la température. On a une soixante-dizaine de degrés, voilà. OK? Donc ça aussi, c'est pour savoir jusqu'à quelle tension je peux monter, hein, parce que mettre 54 volts en entrée, c'est toujours pas bon, hein. Il faut baisser un petit peu parce que là, ça quand même, ça chauffe pas mal à 73 degrés à circuit ouvert, hein. Maintenant, quand on va baisser la charge, et du coup, je vais faire le worst case, hein, le pire cas avec le court-circuit, donc c'est-à-dire là, j'ai court-circuité les bobines secondaires. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'est le courant maximal. Donc là, vous voyez, j'ai le courant sur les bobines primaires qui est supérieur maintenant, hein, parce que je fais une transformation en puissance, donc j'augmente la puissance. Le courant va certainement baisser parce que vous savez, la conservation d'énergie, elle est faite comme ça, hein. Et ben, vous voyez, je tire un courant maximal ici sur les primaires parce que j'ai un court-circuit. Et c'est ça qu'on appelle des défauts de transformateur, par exemple. Un type de défaut, c'est le court-circuit sur les bobines secondaires qui fait en sorte que le champ magnétique, il n'est plus du tout dans la bobine. Ben là, en fait, il y a des fuites par la masse. Les pertes du noyau, enfin, les pertes de fer, du coup, elles sont très basses parce qu'il n'y a rien dans le noyau. Donc là, vous voyez, je baisse les pertes de fer jusqu'à 65 microwatts, mais les pertes ohmiques, elles sont très, très grandes, hein. Donc, on a des pertes RMS ici autour de 180 watts que j'ai importé ici, pareil, dans une simulation thermique. Et là, la température, vous voyez qu'on est dans un pire cas qui est carrément dangereux. Donc là, déjà, il y a du danger pour l'humain. Donc, il y a des risques de brûlure, pardon. Il y a des risques que le transformateur, les matériaux, ils ne veulent pas supporter ce court-circuit. Voilà. Donc là, on va passer aux hautes fréquences. D'accord? Donc, dans les hautes fréquences, bon, on va commencer par la clé, par l'élément clé, ce sont les antennes. Donc, si on vous pose la question aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver des antennes? Bah, en fait, vous répondez bah, qu'on a des antennes partout, mais vraiment de partout, quoi. En fait, aujourd'hui, tout est connecté. Donc, il y a même des lave-vaisselle connectés, il y a de tout. Et en fait, sans antenne, on n'a pas de connectivité. D'accord? Alors, il faut juste aussi savoir que c'est très important de faire la simulation des antennes dans leur environnement. Est-ce que vous avez déjà vu une antenne qui fonctionne toute seule, qui flotte dans l'air comme ça? Non. Bah, en fait, l'antenne, elle est toujours intégrée quelque part. Donc, ici, vous avez des antennes intégrées dans un portable, mais elles peuvent être montées en surface. Par exemple, ici, l'antenne Blade, ou bien la lame, en fait, qui est placée, si vous voyez la prochaine fois que vous voyez un avion, bah, il y en a plein sur un avion. Et ça, sur les voitures, enfin, c'est l'antenne qu'on appelle ça shark fin, ou bien l'aileron de requin, que vous trouvez sur toutes les voitures actuellement. En fait, en dessus de ce radome, il y a deux antennes. Il y a une antenne FM ou DAB
et l'antenne GPS. OK? Alors, bien sûr, les méthodes numériques que vous voyez ici, F, T, etc., ce sont des méthodes numériques dédiées aux différents types d'antennes parce qu'on a des antennes résonantes, on a des antennes large bande, on a des antennes qui sont grandes en taille, etc. Et ben, en fait, ces méthodes numériques, elles sont dédiées à ces types d'antennes. Mais parfois, on a des scénarios, des contextes qui deviennent un petit peu très complexes. Par exemple, ici, c'est une partie d'un contexte urbain. Donc ici, j'ai deux antennes, enfin, deux réseaux d'antennes 5G qui sont placés sur deux mâts. Et on a besoin d'étudier l'interaction, le couplage entre ces deux antennes dans un contexte urbain. Donc là, déjà, on est dans une situation qui est assez complexe. Eh ben, sachez que pour ceci, on a ce qu'on appelle la simulation hybride bidirectionnelle. D'accord? Donc, on va pas, on va faire une décomposition de domaine. On va simuler les antennes avec une méthode numérique et ensuite, on va simuler les plateformes. Donc, ils sont ici les mains avec le petit quartier de ville avec une autre méthode numérique. D'accord? Et ceci, en fait, nous permettra de voir le contexte complet sans aucun problème. Alors, il y a 7 8 ans, on a commencé par le couplage entre les méthodes transitoires et la méthode des moments, ou bien la méthode MLFMM qu'on a ici. Mais là, voilà, on peut coupler toutes les méthodes numériques ensemble et on est quand même assez mature pour ce genre d'études. Donc, parlons de réseau d'antenne, pareil, on a une fonctionnalité qui permet l'étude des antennes en réseau. On peut commencer par l'étude de l'élément unitaire qui est plongé dans un réseau infini. Donc, on peut voir le comportement de l'élément unitaire dans un réseau et on peut passer quand même à la simulation du réseau fini pour revoir peut-être les effets de bord, voilà, les vraies performances du réseau fini. Alors, sachez parfois qu'il y a des gros clients qui sont dans le domaine militaire. Allez, je cite de Thales parce que ça, c'est tout le monde connaît, qui font des radars de malades. Ils font des radars qui ont plus de 1000 éléments. Et ben, sachez qu'on a des méthodes ou bien des fonctionnalités, pareil, de décomposition de domaine ou bien des méthodes de grouping qui font en sorte qu'on va pouvoir simuler ces grands réseaux d'antennes sans aucun problème aussi. Alors, les antennes, maintenant, quand on a beaucoup d'antennes dans une plateforme, par exemple ici dans une antenne, on a à peu près 10, 12 antennes, hein. Donc, ce qui va augmenter en quelque sorte la connectivité de l'antenne, mais on a le dark side qui est les interférences. En fait, les antennes peuvent interférer ensemble, même si elles ne fonctionnent pas à la même fréquence. Mais, je sais pas, par exemple, une antenne GSM qui est autour de 900 MHz, elle a des harmoniques à des fréquences plus hautes. Et ben, ces harmoniques, elles peuvent interférer avec d'autres antennes. Et on a aussi une fonctionnalité dans le logiciel qui permet de faire une étude d'interférence. On appelle ça la matrice de violation. Donc, on peut voir quels émetteurs interfèrent avec quels récepteurs. Vous voyez, on peut faire, voilà. Et vous voyez ici, par exemple, cette antenne DCS là, à cause de la batterie, elle peut interférer avec d'autres antennes, hein. Donc, vous voyez, le couplage, il est fait à travers de la batterie. C'est pour ça que l'étude des antennes dans leur environnement complet est obligatoire. OK? Alors, bien sûr, parfois, vous trouvez que vous avez deux fois la même antenne. Par exemple, ici, et vous voyez, elle est placée différemment. Eh bien, ça, c'est pour couvrir l'aspect diversité spatiale, par exemple, hein. Alors, pour l'exemple, voilà, on a ici une petite manette de jeu et voilà, là, ici, ça permet d'introduire la possibilité d'importer des PCB, quel que soit le format. Donc, ça peut être du Cadence, du Zuken, de tout ce que vous voulez. Et ici, on a une antenne puce. Donc, on a une céramique ici qui a une très haute permittivité et une sorte d'antenne monopole qui est shortée quand même à la masse et qui est placée, vous voyez, dans son environnement. Donc, on a la carte PCB, on a carrément le boîtier de la manette. Et ceci est connecté au circuit parce que pour adapter cette antenne, j'étais obligé de mettre un réseau d'adaptation hein, qui est sur la carte PCB. Donc, vous voyez, c'est un couplage complet. Et ceci nous permettra de voir le diagramme de rayonnement de l'antenne, mais aussi le couplage entre l'antenne et le reste de la carte. Donc, vous voyez, une antenne ici, elle peut coupler, par exemple, avec des traces USB qui sont là. Donc, ça aussi, des études d'interférence sont pas mal à réaliser. Alors, bien sûr, des antennes, pardon, je vais revenir sur le slide d'avant. On peut faire des études d'exposition hein, des rayonnements sur les humains. Donc, on peut faire, quel que soit le contexte, on peut faire la simulation du SAR, par exemple, pour voir la quantité de la puissance absorbée par les corps humains. Et bien sûr, on a une bibliothèque de corps humains.
On peut faire des études de RCS pour voir, par exemple, ça c'est surtout dans le domaine militaire, pour voir si un objet, que ce soit un avion de chasse ou un bateau, un hélicoptère, il est visible par un radar ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait. Et on peut faire aussi des simulations des composants. Vous voyez, par exemple, tout ce qui est filtre planaire, filtre 3D, circulateur, duplexeur, voilà. Et on peut coupler ceci. Donc, si on a une simulation, par exemple, avec un duplexeur qui est là, et ce duplexeur, il est connecté à une antenne, on peut coupler la simulation des deux. Donc, on peut séparer la simulation. On peut faire une simulation pour le coupleur et une simulation pour l'antenne. Et après, on peut combiner les deux pour faire le système complet. Allez, je passe maintenant à la compatibilité électromagnétique. Pareil, donc la compatibilité électronique, je veux vous montrer directement sur, ça c'est le workflow, hein, c'est l'exercice que l'on fait, mais je vais montrer ce que l'on fait directement sur la carte 1 de la manette de jeu. Donc je peux commencer par l'étude ici de l'intégrité de puissance. Donc ça c'est l'étude pour voir si tous mes composants, donc mon CPU, ma mémoire, etc., ils reçoivent la bonne tension. Donc vous voyez ici j'ai un port USB et puis ce port-là, les 5 volts, en fait, ils arrivent jusqu'à un régulateur de tension et après, je vais distribuer la tension aux différents composants. Donc ici, j'ai un rack 1 volt 8, mais sachez que le régulateur, il peut aussi... ah pardon, ça c'est le 3.3. Et il y a d'autres traces, par exemple, qui vont alimenter ceux qui ont besoin de 1,8 volts, qui ont besoin de 1,2, etc., etc. Donc là, je suis en train de simuler uniquement cette partie, hein. Vous voyez, ça c'est la carte complète et ça c'est le rack 3,3 volts. Donc ici, vous pouvez voir quelque chose de ce type-là. Donc, vous voyez ici, bon, on a l'impression que la tension, elle arrive parfaitement jusqu'au CPU. Mais vous voyez ici, je commence à 3.3 sur cet aspect-là, ici. Mais au niveau de la pin qui arrive ici au CPU, vous voyez, j'ai une petite chute de tension, mais vraiment petite. Regardez ici la tension, hein, c'est 3,299. C'est vraiment rien au niveau de chute de tension. Donc, au niveau intégrité de puissance, ici, on est très, très bien. Et vous avez carrément un rapport qui peut être généré pour vous. Comme vous voyez ici. Vous pouvez définir la tolérance et vous pouvez définir la tension nominale. Ici, quelque part, vous voyez, il y a 3.3 ici sur la pin U1N7 qui est celle-là. Et vous dites, OK, je veux une tolérance de 1%. Eh bien, CST, il va vous dire si jamais vous respectez cette tolérance ou pas et il va vous dire si vous passez ou pas l'intégrité de signal. Au niveau intégrité de puissance, pareil. Donc là, vous voyez, sur une carte électronique, il y a des signaux qui vont être transmis entre les composants. Pareil, ici, j'ai pris le cas d'un signal USB, donc qui est transmis du connecteur vers le CPU, mais parfois, ça peut être le chemin inverse, hein. Le CPU, il peut communiquer avec le connecteur. Donc, on a des modèles, pardon, IBIS, donc qui peuvent simuler le comportement ou bien émuler le comportement de la puce électronique ici. D'accord? Donc qui vont fixer les niveaux des tensions générées, etc. Donc là, vous voyez, ce signal-là, il est défini par les bis. Donc c'est un signal USB à 480 mégabits par seconde. Donc ça, c'est le protocole USB 2. Et le but, en fait, de l'intégrité de signal, c'est de voir lorsque j'ai un signal qui est généré ici de CPU et qui va atteindre le connecteur, est-ce que ce signal va être déformé, hein? Parce qu'on parle de signaux numériques, donc ce sont des 0 et des 1 qui sont transmis. Donc, si j'ai un signal digital qui est carré, qui est transmis ici, je ne veux pas que mon signal soit triangulaire ici, hein, ou bien peu importe, parce que le connecteur, il ne saura pas distinguer les 0 et les 1. Donc ça, c'est un exemple. Le signal émis du CPU, c'est le bleu. Le signal reçu, c'est l'orange. Donc au niveau déformation, on est très très bien parce que le signal, il est à peine déformé, mais on a une petite chute. Donc ça, vous voyez, parce qu'on a une petite désadaptation. Donc là, ici, il y a de la place pour améliorer un petit peu. Mais la finalité de l'étude d'intégrité de signal, c'est le diagramme de l'œil. Donc, on va venir voir le signal que j'ai reçu, ici, l'orange, et je veux le plier sur lui-même. Donc, le pliage se fait par une unité de temps qui est bien définie. Donc, c'est en fonction du débit. Et vous voyez ici, on a un diagramme de l'œil. Et tant que ce diagramme de l'œil, il est plus ouvert qu'un masque ici, donc ça ici, c'est le cahier de charge, hein, le truc du violet. Et ben, tant que mon diagramme de l'œil, il est supérieur, il est plus ouvert, ben là, mon intégrité signal, elle est très bien. Donc pareil, on peut faire de la simulation thermique pour voir l'intégrité thermique. Et voilà, parfois, je sais pas si je simule une carte graphique d'un ordinateur,
ben là, on peut avoir des températures qui sont très, très hautes, hein. On peut atteindre les 70, 80 degrés parce que là, on dissipe beaucoup de puissance. Mais pour une manette de jeu, vous voyez, là, j'ai considéré que mon CPU, il dissipe à peu près 500 watts parce que là, enfin, il fonctionne les CPU, hein, donc il carbure, donc il dissipe de la puissance. Et ici, j'ai la puce qui va générer le signal RF. Donc là, il dissipe une centaine de milliwatts, pas plus. Vous voyez, parce que là, on n'est pas en termes on n'est pas dans un environnement très haute puissance, hein. Et l'étude thermique qu'on avait fait, c'était dans un but de confort d'utilisation, hein, pour voir si elle va chauffer beaucoup, etc. Donc là, vous voyez, on a une fonctionnalité qui permet carrément l'étude thermique sur la carte PCB complexe. Donc, on n'a pas de limitation là-dessus. On a un algorithme qui peut faire ça, même sur un ordinateur portable. Et là, on voit quand même la température sur la manette de jeu, enfin sur le boîtier. Et on peut voir aussi la convection naturelle ici. L'air qui est autour, il est un petit peu chauffé, mais on ne dépasse pas les 39 degrés. Donc ça, c'est parfaitement pour l'utilisateur parce que la température du corps, elle est autour de 37, 36,7, donc on n'est pas très très loin. OK? Alors, pour la compatibilité électromagnétique, ça veut dire quoi? Donc, jusqu'à maintenant, même jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de fabricants de produits électroniques qui passent directement aux mesures sans faire de la simulation. Et croyez-le, 50% des produits, ils ne passent pas la certification AMC. Donc, les fabricants, ils sont obligés de refabriquer des prototypes, etc. Or, lorsqu'on simule, on peut aller avec confidence au test. Vous voyez, la simulation, elle ne remplace pas encore la mesure, mais elle peut réduire le nombre de cycles, ça c'est sûr, hein. Ça, c'est une réalité qui est comme ça. Mais au lieu de fabriquer votre prototype 3, 4 fois et perdre en temps et en argent, bah en fait, vous faites les mesures une seule fois et vous allez avec confidence parce que la simulation, elle peut révéler ce qui se passe. Alors, quel type de simulation de MC ici, de compatibilité j'ai fait? Donc là, pareil, j'ai considéré que je transmets un signal USB entre le CPU et les connecteurs. Et là, j'ai placé, donc vous voyez ici, je suis dans un environnement 3D, hein, encore. Et là, j'ai placé des capteurs de champ. Parce que ce qui se passe, c'est que malgré le fait que mon signal, je veux bien qu'il soit sur la carte, il faut pas qu'il laisse la carte, il faut pas qu'il soit rayonné à l'extérieur, bah ça se passe. Ça se passe comme ça en vérité, hein. Ça, c'est quelque chose, on peut pas faire autrement. Et le but, c'est de mesurer la quantité du champ rayonné à l'extérieur. Et cette étude, on l'appelle émission rayonnée, hein, l'étude des émissions rayonnées. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai injecté un signal différentiel USB. Donc vous voyez sur la paire différentielle qui est là, et je reçois mon signal sur le connecteur qui sont le bleu et l'orange, hein. Donc ça, c'est un signal différentiel. Donc ici, je n'ai pas de décalage entre les deux, le plus et le moins, hein. C'est parfaitement synchronisé. Mais malgré tout ça, vous voyez ici, j'ai des harmoniques sur le signal reçu, et ces harmoniques-là, elles sont traduites par des pics d'émissions rayonnées. Mais dans le cas où c'est idéal, donc vous voyez que toutes mes émissions rayonnées, elles sont plus petites que des limitations, par exemple, qui sont fixées par des comités internationaux. Or, en vérité, qui c'est qui me dit que celui qui a fabriqué la carte, il a fait en sorte que la longueur des deux pistes ici, elle est parfaitement la même. Donc, pour être plus réaliste, j'ai rajouté un décalage temporel, donc le décalage temporel entre les deux signaux, là, positif et négatif. J'ai émulé un petit peu une longueur différente, hein, sur les deux pistes ici. Et bien là, un décalage petit, hein, de 25 nanosecondes a fait en sorte que mes émissions rayonnées, elles ont dépassé les limites. Et bien ça, c'est pas bon parce que votre produit, il n'est pas commercialisable si vous avez ces problèmes. Et vous voyez ici comment le couplage avec la carte, il est plus grand et plus important. Et ça, on appelle ça le mode commun, hein. Le mode commun, il est très connu dans le domaine de l'électronique et c'est une misère. Et il faut le mitiger, il faut le terminer. Donc, on fait ça généralement soit par des selfs de choc, soit, je sais pas, on met carrément du blindage métallique sur la piste USB. Donc, c'est pour ça que parfois, quand vous ouvrez des cartes électroniques, vous pouvez voir des pistes avec un blindage autour. Alors là, l'étude CM, elle n'est pas limitée juste à la émission rayonnée. Là, vous avez d'autres types d'études CM que l'on peut faire, hein, des charges électrostatiques, un blindage de bâtiments contre des phénomènes, par exemple les HPEM, hein, les pulses électromagnétiques très hautes, hein, qui peuvent être après une foudre, etc. On a l'étude du foudre, carrément, de la pulse électromagnétique, la susceptibilité conduite.
Enfin voilà, il y a plein d'études théorèmes que l'on peut faire. Allez, il me reste 3 minutes, je vais finir les applications chargées. Donc les applications chargées, comme je vous ai dit, c'est l'étude des interactions électromagnétiques avec les champs électromagnétiques avec des particules. Donc, généralement, quand je parle de particules chargées, les gens pensent directement à l'accélérateur qui est en Suisse, hein. Donc, c'est le LHC. C'est le Large Hadron Collider. En fait, c'est le collisionneur à hadron. Et bah, en fait, c'est une étude de particules chargées qui est dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les particules chargées? Donc, on fait des sources de haute puissance, mais vraiment de haute puissance. Et malheureusement, ce genre de choses, il est dédié à l'industrie de défense. Sauf que en fait, c'est des produits qui sont dédiés à la guerre électronique, hein. Donc, il n'y a pas d'explosifs dedans, il n'y a rien du tout. Il y a juste une haute puissance qui permet de neutraliser les équipements électroniques de l'ennemi. D'accord? Donc, là, on a ce qu'on appelle un MILO, donc un oscillateur de ligne isolation magnétique. Et là, c'est un vircator, donc c'est un oscillateur à cathode virtuelle. Donc, vous voyez ici, les électrons, elles sont tellement énergétiques dedans. Donc, vous voyez, on a quelque sorte 2 10 puissance 5 électronvolts, donc c'est immense. Et ben en fait, les champs ici, elles sont tellement énergétiques que le faisceau d'électrons, le courant qui est créé, il est énorme. Et ben du coup, on a des trucs à haute puissance. Donc ensuite, on a ce qu'on appelle les structures à tubes à vide. Donc par exemple, on a les tubes à rayon X. Donc ici, j'ai un filament que je vais chauffer. Et quand je vais chauffer cet filament, il y a des électrons qui vont pouvoir laisser le filament. Donc on appelle ça les émissions thermioniques. Et ces particules, ces électrons, ils sont accélérés par un champ externe. Et bah, du coup, les électrons, ils vont taper un matériau, par exemple du tungstène, et du coup, ils vont être diffusés. Et quand un électron, il perd de l'énergie, parce qu'il va taper dans un matériau, il va perdre de l'énergie, et cette énergie, en fait, elle est transformée vers un rayon X avec un petit peu de lumière. Donc, il y a une émission d'un photon ou bien d'un rayon X, et voilà. C'est comme ça qu'on produit les rayons X. Ils sont utilisés pour l'imagerie médicale, par exemple, hein. Après, on a les valves ou bien ce qu'on appelle ça les tubes. Donc ça, pour ceux qui connaissent, enfin pour les guitaristes, si on a des guitaristes aujourd'hui, les amplificateurs à tubes qui sont les meilleurs, hein, parce qu'ils supportent plus de puissance, bah en fait c'est de la simulation de particules chargées. Parce que là j'ai un faisceau qui part de la cathode vers l'anode et c'est un faisceau d'électrons, donc c'est un courant. Et je peux contrôler la distorsion, je peux contrôler la clarté, etc en jouant sur ce faisceau. Et je peux jouer sur ce faisceau en changeant les tensions sur l'anode et sur la cathode. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous à la maison. Ça s'appelle un magnétron et c'est le produit qui permet de générer la puissance dans un four à micro-ondes. Et vous voyez, le signal en sortie ici, c'est de 45 gigas. Et ici, on appelle ça ces tubes à ondes progressives ou bien TWT, Traveling Wave Tube. Et ici, les électrons qui sont accélérés, ils ont une certaine énergie. Et cette énergie, elle est transférée à un signal haute fréquence. Donc, en fait, le but de ce tube est d'amplifier le signal pareil. Donc, ça, c'est utilisé beaucoup dans le domaine spatial. Après, j'ai le plasma. Donc là, j'ai 2 applications de plasma que je peux faire. Alors, le plasma, c'est quoi? Le plasma, c'est un gaz ionisé. Et c'est quoi l'ionisation? C'est-à-dire, si j'ai une chambre à plasma, d'accord? À l'intérieur, je mets un gaz, ça peut être de l'hydrogène, de l'hélium, de l'argon, hein. Et à l'intérieur, j'ai des électrons accélérés. Pareil, hein, ils sont accélérés par un champ externe, qui est, voilà, le champ, il est créé par la tension, hein, qui est sur l'anode et la cathode. Et ben en fait, l'accélération, elle va permettre aux électrons de venir bombarder les atomes du gaz. Et avec ce bombardement, on va arracher un électron aux atomes, et enfin un ou plusieurs électrons. Et ces électrons-là, bah, en fait, les atomes, si on arrache un électron, on va laisser un ion qui est positivement chargé. Et les ions sont les fameux plasmas, en fait. C'est ça les plasmas. Donc, des applications, on peut avoir un propulseur ionique, par exemple pour les CubeSat. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ici? Je crée le plasma à l'intérieur, donc j'ai des ions qui vont se créer ici. Et là, avec un potentiel négatif, je vais extraire les ions. Donc, je peux mettre ici un potentiel qui est très grand. Et ben, le fait d'extraire les ions, donc qui est une action, va me créer une réaction qui est la poussée ou le thrust. Donc, c'est comme ça que je peux permettre à mon CubeSat de bouger dans l'espace.
Et ici, j'ai un réacteur à plasma qui est utilisé surtout pour la fabrication des semi-conducteurs, hein. Et on fait ça par la gravure ou bien même le dépôt, les dépôts de métal sur des semi-conducteurs. Bah, pareil, il est fait par des ions parce que les ions, ils sont tellement lourds et tellement énergétiques que quand ils vont venir taper le substrat, bah, ils vont arracher de la matière, tout simplement. Et je finis ici sur les accélérateurs. Donc ça, ce qu'on appelle le LINAC. Donc le LINAC, ici, j'ai des cavités résonantes. Donc le champ à l'intérieur, il est bien modélisé, ainsi que la distance entre les cavités, parce qu'il faut faire en sorte que la phase entre les champs ici dans chaque cavité soit bien calculée pour que ici le faisceau d'électrons soit accéléré tout le temps. Parce que si la phase entre les cavités ici, elle n'est pas tip-top, bah en fait, sachez que les électrons peuvent être décélérés hein, aussi, on peut les freiner. Alors, ce genre de choses, ce genre d'accélérateur ici, il est utilisé beaucoup dans le domaine médical. Par exemple, ici, on a une machine pour traiter le cancer, hein. On appelle ça la machine par traitement de bombardement à ions. Donc, il y a des ions qui vont taper sur le patient hein, et ça va en fait éliminer le cancer. Mais le LINAC, il peut être aussi une partie d'un plus grand accélérateur parce que le LINAC, il peut être la source. Donc, en fait, les électrons qui sortent du LINAC, ils peuvent rentrer dans un accélérateur qui est plus grand et plus évolué qu'on appelle le synchrotron. Donc, le synchrotron, il y en a un ici dans la région parisienne, sur le plateau de Saclay et il est utilisé pour la. Donc, les particules, elles sont encore accélérées parce qu'il est très grand, hein. Je pense qu'il y a quelques kilomètres, 2, 3 kilomètres, hein, le canal ici, ou bien le tunnel, l'accélérateur, le synchrotron. Il est utilisé en fait pour la caractérisation de matériaux, pour des tests biologiques aussi. Et sachez que le synchrotron, il peut aussi être évolué pour atteindre ici le large collisionneur à hadrons, qui est en Suisse, donc qui est le fameux CERN, et qui a une longueur de 27 kilomètres. Donc ici, les électrons ou bien les protons qui sont à l'intérieur, ils vont gagner encore plus en énergie, donc un truc phénoménal. Et c'est là où récemment, je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles, ils ont réussi à casser un proton pour voir ce qu'il y a, parce que bien sûr, il y a quelque chose qui est plus petit que les protons et les électrons, c'est les fameux bosons. Et voilà, ils ont réussi à faire ça à cause de l'accélération, parce que quand on a les électrons qui sont bien, bien accélérés, à un moment, ils vont collisionner ensemble et voilà, ça va créer ils vont casser, quoi. Ah, en fait, c'était ça la dernière partie, je suis désolé, hein. Donc là, c'est les effets Corona et Breakdown. Donc Corona, ça, c'est un phénomène que peut-être vous avez vu une fois, enfin parfois, lorsque la puissance qui est transportée par l'élément ou bien par le dispositif, elle est tellement haute, et ben pareil, à cause de la forte puissance, on a des électrons qui vont relâcher de la surface métallique ici. Donc là, ce que vous avez ici, c'est le fait Corona, parce que là, les électrons, ils sont déchargés dans du gaz. Par exemple, l'air que nous avons ici sur Terre, c'est un gaz, hein, après tout, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc pareil, on va, comme pour les plasmas, on va ioniser localement. Donc vous voyez ici, ça c'est un plasma que vous voyez la couleur verte, la couleur violette. Et c'est dommage parce que ici, je ne vois pas l'animation, mais ça, c'est la simulation d'un filtre carrément où on a un effet Corona qui apparaît ici sur le coin ici. Et ben en fait le Corona, malgré qu'on n'a pas une décharge complète, c'est une décharge partielle, mais c'est une perte de puissance, hein. C'est une puissance qui est partie ici et ça baisse l'efficacité de mon produit. Alors maintenant, si cette décharge, elle arrive dans l'espace, dans le vide, et surtout parce que ça, c'est pour des applications spatiales, parce que ça se passe dans le vide uniquement, eh ben, les électrons qui sont relâchés à cause de la forte puissance, ils vont venir, enfin, ils sont accélérés par le champ qui est créé, et ils vont venir taper d'autres surfaces. Et à cause de leur énergie, bah, en fait, ils vont arracher encore des électrons, etc., etc. Et pardon, si la puissance elle est tellement haute, bah ici ça peut créer un arc électrique avec tous ces électrons-là. On crée un effet avalanche. Et bah ces études, elles sont faites pardon, pour regarder pareil la tenue en puissance de nos dispositifs. Parce que pareil, un arc électrique, c'est-à-dire mettre notre dispositif hors service. Donc en fait, voilà, pour résumer, encore une fois, on n'est pas limité en termes de spectre électromagnétique. Donc toutes les applications qui concernent l'électromagnétisme, il n'y a pas de souci, on peut les couvrir.
encore une fois, honnêtement, j'insiste sur le fait que si jamais vous avez ou bien vous êtes intéressé dans une application que vous n'avez pas vue aujourd'hui, vous pouvez tout à fait nous contacter pour en savoir plus sur les autres applications parce que voilà, c'est l'électromagnétisme, c'est les équations de Maxwell, hein, et on a tout ce qu'il faut pour les résoudre, quel que soit le domaine d'application. Voilà. Allez, Eric, le slide suivant, ça sera pour toi. Ouais, donc pour information, dans notre portefeuille 3D Experience Works, hein, qui est, on va dire, est l'extension du portefeuille SolidWorks, on couvre également d'autres domaines dans la simulation, notamment la simulation structurelle. Là, on voit qu'on a pas mal de solutions qui sont basées en fait sur le solver Abacus, donc ça c'est extrêmement intéressant pour la puissance de calcul. On a également des solutions sur la partie fluidique avec un rôle qui s'appelle Fluid Dynamics Engineer qui permet justement de faire de la simulation d'écoulement fluidique, également de la thermique. Et bon, on a déjà parlé d'électromagnétisme, mais on a également aussi de la simulation d'injection plastique pour savoir si les pièces que vous avez, on va dire, designées peuvent être facilement moulées. Et là, il y a aussi une autre qui n'est pas mentionnée. On a également de la simulation de la dynamique de corps rigide qui est possible, bah, qu'on a dans notre portefeuille. Bon, bah, je pense qu'on est bon. Je Bah, pense écoute, qu'on est bon. Bah, on merci continue. encore d'avoir, ouais, de Ah. nous avoir suivis. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée.